Merci à Sylvie Mathieu pour avoir déjà évoqué une société qui se fasse plus solidaire, puisque ce sera en fait le centre de ma focale. Lutter contre les exclusions et contre la pauvreté, une nouvelle donne est-elle possible? C'est le titre que nous avons choisi à ce moment de nos 3 jours. Je voudrais me situer en effet dans cette charnière entre les sessions plénières qui m'encadrent, celle d'hier consacrée au besoin de renouveler la dynamique de la protection sociale et celle d'aujourd'hui attachée à la gouvernance des relations entre les pouvoirs publics et le monde associatif. Tout se tient, en effet, pour réaliser une vocation des services sociaux qui soit à la fois universelle, mais aussi plus centrée sur les besoins effectifs, personnels des personnes aidées. Une nouvelle gouvernance est nécessaire qui donne le ton de notre journée entre le territorial et le social. Peut-être ce sera-t-il aussi le ton de notre président de la République. Cependant, mon point de vue ne sera pas celui de l'ensemble de la protection sociale pour cette focale. Je me placerai, comme Sylvie Mathieu l'a annoncé, dans le sillage de la récente conférence nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est pourquoi je commencerai cette focale par un cadrage afin de préciser en quoi une nouvelle donne de la lutte est nécessaire, de mon point de vue, celui de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Mais dans la seconde partie, je ferai un zoom sur la nouvelle donne. Pour le dire d'entrée de jeu, plutôt que de m'intéresser à ce qui sera l'objet de la table ronde, à savoir une nouvelle façon de gérer les dispositifs d'aide existants, de les réguler, je proposerai de faire un pas de côté. En complément des réformes de gouvernance qui concernent le triangle des pouvoirs publics, des grandes institutions du marché du travail et de l'action sociale, et le troisième pôle du triangle, ce sont les associations en charge de l'offre de services sociaux, je vous proposerai de considérer comment il devrait être possible d'élargir, au-delà de ce triangle, au-delà même des associations, le cercle des acteurs de la société concernés par la lutte contre les exclusions. D'abord, le cadrage, la nécessité d'une nouvelle donne. Une nouvelle donne est nécessaire pour des raisons budgétaires, pour surmonter l'impasse de la rareté des moyens publics, l'impasse où nous nous trouvons lorsque nous essayons de prendre en compte les insuffisances de la donne précédente, celle sur laquelle, il faut bien le dire, nous nous étions collectivement accordés. Cette donne précédente pour la lutte contre la pauvreté n'était pas mince. Elle reposait en France sur 3 éléments respectables: la volonté de faciliter l'accès ou le maintien dans l'emploi pour une proportion accrue d'adultes actifs, le maintien et l'extension du filet de prestations sociales minimales, et enfin une stratégie d'inclusion fondée, plus qu'auparavant, sur l'accès aux droits essentiels, notamment pour le logement et la santé. Une façon de voir schématiquement où nous en sommes aujourd'hui de cette donne consiste à mesurer l'impact des 3 années de crise depuis 2008 sur la base des données que le gouvernement a rendues publiques il y a peu, en même temps qu'il réunissait la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ces données sont parlantes, mais même si elles en restent à 2010, et elles nous disent pourquoi on ne peut pas exactement continuer de la même façon. En les commentant récemment devant le Conseil national de la lutte contre l'exclusion, j'en ai souligné 2 aspects que je rapporte ici à nouveau. L'évolution des grands indicateurs classiques de la pauvreté dite monétaire relative par rapport au seuil médian des revenus permet de distinguer différents degrés de gravité de l'exclusion et l'évolution de cette gravité. On observe entre 2008 et 2011 à la fois une prolongation de la tendance à l'augmentation de ce qu'on peut appeler, faute de mieux,
La grande pauvreté, ce sont les seuils de 40%, de 50% du revenu médian, mais une croissance encore plus rapide de la précarité, c'est-à-dire des populations qui se situent entre ces seuils, 40%, 50%, et celui de 60%. Autrement dit, pour parler de manière très schématique, donc fausse, trop grossière, on observe une croissance de près de 800 000 du nombre de personnes pauvres, mais près de 35% de cette croissance est due à une augmentation de la précarité qui précède, selon la terminologie de Serge Pogam, le risque de tomber dans la dépendance. Il nous faudrait donc, toutes choses égales d'ailleurs, dépenser plus d'argent public, nous y voilà, la contrainte budgétaire, au niveau des seules prestations et minima sociaux, pour éviter l'aggravation des conditions de vie des personnes dépendantes et réussir en même temps l'accès aux droits destinés à prévenir que la précarité ne devienne dépendance. La revalorisation des minima sociaux, l'accès effectif aux droits ont été au premier plan des attentes de la société civile lors de la dernière conférence nationale des 10 et 11 décembre dernier, présidée par le Premier ministre. Mais le second point d'observation concerne le baromètre très préoccupant en France de la pauvreté des jeunes de moins de 18 ans. On constate que la crise amplifie une tendance déjà notable, celle d'une croissance plus rapide de la pauvreté des jeunes et des enfants que de celle des adultes. Alors qu'ils comptent pour 20% environ de la population, les moins de 18 ans participent pour 45% de l'accroissement de la pauvreté depuis 2008. Prenant ici encore le risque d'une simplification, on peut dire que cette situation pour les jeunes reflète essentiellement celle de la pauvreté de leurs parents, due en grande partie à la polarisation de notre marché du travail qu'évoquait Sylvie Mathieu, entre les ménages où l'accès à l'emploi est effectif pour 1 ou 2 adultes et ceux où aucun adulte ne travaille. Stable aux alentours de 9% avant 2008, la proportion d'enfants qui vivent dans une famille où aucun adulte ne travaille passe à 10% en 2010 et se maintient à ce niveau en 2011. Ces résultats sont observables aussi dans l'Union européenne, mais ils sont frappants dans le cas de notre pays. Ils ne signifient pas pourtant qu'il faille renoncer à faire de l'accès à l'emploi un objectif majeur de la lutte contre la pauvreté. Ils signifient plutôt que les ressources d'accompagnement, toujours de l'argent, de soutien des revenus pour ceux qui sont durablement éloignés du marché du travail, encore de l'argent, devraient encore être accrues sans préjuger des transformations de l'offre d'emploi du marché du travail, dont les récentes négociations entre les partenaires sociaux, très heureusement, ont montré la voie. Conclusion de ce cadrage, la nouvelle donne ne consiste pas, de mon point de vue, à renoncer aux éléments majeurs de la stratégie initiale. Elle revient plutôt à admettre que les conditions de mise en œuvre de cette stratégie doivent être profondément reconsidérées, sachant que l'option qui consiste à faire la même chose avec beaucoup plus d'argent public n'est pas à notre portée. C'était déjà la conclusion très explicite du rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale en novembre 2011, c'est-à-dire il y a plus d'1 an, dans une contribution à l'avis du CNLE sur le rapport RSA, le rapport annuel que remettait le gouvernement de l'époque au Parlement. Si l'on ne veut pas que la lutte contre la pauvreté devienne pour les années à venir un élément résiduel, on fait ce qu'on peut avec ce qui reste, ne devrait-on pas la concevoir, cette lutte, dans un cadre qui admet la rareté accrue des ressources publiques? Suivait alors une série de réflexions concernant la gouvernance, l'organisation des politiques, le rôle des partenaires sociaux et plus largement une autre façon de concevoir la participation de la société civile et des personnes aidées, exclues elles-mêmes. Bien, ces réflexions ont été bien davantage développées lors des ateliers qui ont préparé la conférence des 10 et 11 décembre. Elles ouvrent la voie au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale que certainement notre président abordera ce soir. Elles forment aussi le cœur de la table ronde qui va suivre, mais c'est ici que je voudrais faire un pas de côté. Pouvons-nous renforcer en profondeur les défenses de la société
contre la pauvreté et l'action pour l'inclusion qu'elle peut mener elle-même. Il s'agit bien entendu de mobiliser davantage nos forces vives, d'amplifier les coopérations entre les acteurs locaux et sociaux, de promouvoir un travail social mieux reconnu et de qualité, de s'appuyer bien davantage sur la participation des personnes aidées ou accueillies. Mais ne devrions-nous pas en même temps, ou de façon complémentaire, engager davantage que nous ne le faisons aujourd'hui dans une telle mobilisation d'autres forces qui n'appartiennent pas à la société civile organisée, mais qui se trouvent de façon latente dans la société elle-même. Je mesure ce que cette proposition, dans cette focale, peut avoir d'abstrait ou même de suspect. C'est pourquoi je procéderai maintenant essentiellement en donnant des exemples de cette mobilisation plus en profondeur de la société elle-même. C'est là que vient le zoom. Une charte des notaires solidaires. On ne s'imagine pas a priori les notaires comme figure emblématique de la société civile. Et pourtant, le Conseil supérieur du notariat vient bien de s'accorder sur une charte de solidarité établie en partenariat avec l'association Habitat et Humanisme. La charte précise que le notaire solidaire est un notaire qui, touché par le problème du mal-logement, va décider d'agir. En tant qu'individu, bien sûr, au sein du monde associatif, s'il en fait partie, en tant que membre d'un réseau, conseiller d'association, mais aussi, et c'est là que les choses changent de nature, c'est là que ce que je veux souligner, ce notaire solidaire sera solidaire dans l'exercice même de sa profession notariale. Il sera disposé à conseiller ses clients qui disposent de logements vacants pour les aider à les mettre à disposition ou leur en donner l'idée d'associations gestionnaires en utilisant les nombreuses dispositions possibles et mal connues, mandat de gestion, sous-location, accompagné, donation ou cession temporaire d'usufruit. Il pourra aussi faire découvrir à sa clientèle les possibilités de l'épargne solidaire, appuyer ou transmettre la créativité de l'ingénierie financière dans la gestion patrimoniale du domaine foncier. On se rappelle que les notaires accueillent chaque année dans leurs études près de 20 millions de personnes, établissent 4 millions d'actes et que ces passages sont importants dans la vie de ces personnes, on se dit que l'effet démultiplicateur d'un notariat solidaire pourrait devenir important, largement complémentaire des réponses innovantes à la pénurie d'offres locatives sociales. Après les notaires, les huissiers. La fonction sociale des huissiers nous est plus familière, notamment dans le cadre de ces CAPEX, Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Ce que l'on sait moins, c'est que depuis un décret de fin 2011, ils font partie des professionnels de justice habilités aux fonctions de médiation. Sachant qu'ils doivent presque aussi souvent mettre en garde des locataires en difficulté que des propriétaires pauvres aussi en difficulté, on peut penser que leur médiation, informée sur la législation, mais aussi sur le rôle des différents intervenants sociaux comme les CAF ou les CCAS, ce rôle pourrait se développer préventivement au bénéfice des locataires comme des propriétaires et conduire à diminuer le nombre des décisions de justice, aujourd'hui supérieur à 100 000 par an. Il n'existe pas, à ma connaissance, de charte de l'huissier solidaire. Mais pourquoi pas? Et il n'est pas trop tard pour les associations du domaine du logement pour y songer avec eux. En poursuivant ce voyage parmi les professions dites libérales, impossible de ne pas mentionner les médecins. Nous connaissons et saluons à juste titre l'engagement des médecins militants, non seulement hors de nos frontières, mais de plus en plus chez nous, où ils assurent les permanences de l'aide médicale. Leur action, leur expertise militante est pour beaucoup dans l'enrichissement des dispositifs complexes qui assurent un minimum d'accès aux soins dans des conditions souvent difficiles. Mais ne pourrait-on pas songer à l'ensemble des professions de santé, particulièrement celles de la médecine ambulatoire, de ville et des campagnes? L'idée m'en a été suggérée par Alice Perrin, jeune médecin généraliste exerçant dans une petite commune du Maine-et-Loire, le zoom se fait très précis, à côté de Tours.
Au cours d'un forum santé organisé par les mutuelles de cette ville, Alice Perrin intervenait d'abord comme bénévole au centre Porte Ouverte de Tours, une association bien connue pour agir de longue date pour l'accès aux soins des populations les plus vulnérables, migrantes ou gens du voyage. Mais dans son intervention, et c'est ça qui a fait tilt pour moi, elle ne s'est pas contentée d'évoquer l'action du centre et l'expérience des permanences qu'elle y tient. Elle a aussi évoqué l'impact de cette expérience sur sa pratique de médecin libéral. Comment cette expérience l'a conduite à orienter ses réponses davantage vers la prévention et la prise en charge par les patients eux-mêmes de leur état de santé. Comment il lui est arrivé de nouer des liens avec les travailleurs sociaux qui accompagnent ces patients. Combien elle apprécie cet enrichissement de sa pratique, tout en constatant que rien dans sa formation ne l'avait préparé à concevoir qu'il puisse y avoir des interférences aussi fortes entre le médical et le social. Je la cite. « L'attention à l'autre, dit-elle, est facilitée par le travail en réseau, qu'il soit formel ou informel. Ma formation initiale de médecin ne prépare pas bien ce travail de collaboration. Le médecin apprend à prescrire, à ordonner, sans connaître suffisamment les compétences des autres professionnels du champ médico-social. J'ai pour ma part, continue-t-elle, j'ai appris au centre Porte Ouverte à être plus à l'écoute des difficultés des patients au cabinet médical, à améliorer une dimension globale de la prise en charge. J'ai également développé une envie de créer du lien avec des autres professionnels libéraux et institutionnels. Les patients précaires ne consultent pas uniquement dans les associations. L'ensemble des professionnels de santé, nous y voilà, est concerné par la précarité qui peut se manifester de diverses manières et qui est toujours un frein à l'accès aux soins. Dans son témoignage, ce qui frappe, c'est la dimension de la formation reçue en association. Cette formation vient profondément modifier les conditions d'exercice d'une profession dans le sens d'une capacité d'inclusion. Nos associations ne pourraient-elles pas devenir davantage les lieux d'une telle formation? L'atelier consacré à la précarité financière, animé par François Soulage, dans la préparation de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, a mis en évidence d'autres pratiques de prévention de l'insolvabilité, porte ouverte sur le surendettement et l'exclusion financière. Ces pratiques, qui viennent des banques elles-mêmes, ne peuvent se substituer à des règles qui établiraient de manière plus ferme la responsabilité des établissements financiers face au surendettement, face à l'exclusion financière. Elles s'inscrivent cependant parfaitement dans l'extension du domaine de la solidarité à la vie professionnelle courante à laquelle mon intervention focale est consacrée. Certaines agences du Crédit Agricole, notamment dans l'Est de la France, ont formé les agents du service clientèle à repérer à l'avance les difficultés de leurs clients, susceptibles de présager d'une rupture et de difficultés à venir plus grandes encore. Sans attendre cette rupture, ces agents prennent contact avec leurs clients en difficulté. Ils vont vers, pour prendre une expression d'aujourd'hui appliquée à l'accompagnement social. Ils s'informent avec tact et proposent, le cas échéant, des solutions de mise à l'abri ou de relais qui peuvent, dans certains cas, éviter les catastrophes. Leur comportement illustre, en toute hypothèse, une forme de sollicitude qui peut redonner confiance en soi. Toujours sur ce registre de professionnels qui s'estiment concernés par la création d'un climat d'inclusion et de solidarité dans l'exercice de leurs responsabilités courantes, citons ce réseau des entrepreneurs du nord de la France. Les membres de ce réseau ne se contentent pas d'encourager l'investissement des fonds d'épargne salariale dans l'économie sociale et solidaire. Ils accordent aussi à leurs salariés des crédits temps, jusqu'à 10% du temps de travail, pour mettre leurs compétences au service de ces mêmes entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région Nord. Je cite cet exemple qui montre comment une greffe peut prendre, au-delà du périmètre de l'économie sociale et solidaire elle-même, et avec elle, dans l'économie tout court. Je suis sûr qu'en réfléchissant à votre expérience personnelle, vous pourriez trouver d'autres exemples de cette contagion, de cette greffe qui instillerait l'esprit de solidarité dans le monde professionnel, au-delà de ses frontières naturelles du monde associatif. Ayant évoqué beaucoup d'exemples issus du monde de l'entrepreneuriat ou des professions libérales,
Je devrais aussi mentionner les initiatives des partenaires sociaux dans certains pays scandinaves, pas encore chez nous, pour faire respecter dans le cadre de codes de conduite des bonnes pratiques d'embauche et d'accueil dans l'emploi normal, dans l'emploi de droit commun, pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes qui viennent de l'emploi qui n'est pas de droit commun et qui ont connu des parcours difficiles. Je voudrais au final évoquer non plus les professionnels et le monde du travail, mais le rôle que peut jouer tout un chacun, non pas dans un cadre associatif, mais dans sa vie quotidienne. Il me suffit de les évoquer pour mesurer le potentiel de telles initiatives. Je pense par exemple aux associations de parrainage de proximité qui se sont structurées autour d'une charte européenne. Reprenant une tradition qui date du Moyen Âge, à une époque où les parents avaient une faible espérance de vie, ces associations nouent des relations entre des familles parfois très dissemblables pour le bien des filleuls comme des parrains et des marraines. Dans la même veine, si j'ose dire, je terminerai, le focus est tout petit, en citant l'exemple de l'association Welcome, issue d'un réseau mondial pour l'accueil et l'accompagnement des réfugiés et demandeurs d'asile, Jesuit Refugees Service. Welcome met en relation, en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne, des familles d'accueil et des demandeurs d'asile en attente des jugements qui les concernent, et vous savez que cette attente peut parfois être longue. L'accueil est cependant temporaire. Vous pouvez imaginer que les relations ainsi créées transforment et les conditions de l'attente et la vision des familles accueillantes. Il est temps de conclure cette focale. Elle a peut-être paru, pour certains d'entre vous, anecdotique, ou prenant le risque d'un recul vers l'époque où la solidarité n'était pas organisée autour d'une protection sociale obligatoire. J'espère que vous aurez compris, au contraire, qu'il ne s'agit pas de renoncer aux dispositifs organisés et structurés que nous connaissons et que nous invoquerons beaucoup dans la table ronde qui suivra. Il s'agit plutôt de s'appuyer sur ces dispositifs organisés et structurés pour étendre la capacité inclusive de la société et qu'ainsi ces dispositifs rencontrent dans la société un écho et un soutien plus large. La nouvelle donne, en définitive, dont nous parlons ce matin, ne consistait-elle pas aussi en ce que la société, au sens large, reprenne confiance dans sa capacité d'accueillir et d'inclure? Je vous rappelle ce message complexe et insistant des sondages effectués ces dernières années auprès de nos compatriotes à propos de la solidarité et de la cohésion sociale. Ils nous disent 3 choses. Une angoisse surprenante quant au risque de se trouver eux-mêmes précaires. Une réponse face au risque de l'existence attendue prioritairement des proches et des réseaux plutôt que des pouvoirs publics. Et la 3e chose, un pessimisme au sujet de l'esprit de solidarité, de proximité, celui justement dont ils attendent le plus. L'angoisse ne viendrait-elle pas de ce sur quoi on compte le plus et qui se dérobe? La société civile, le monde associatif peuvent beaucoup pour affermir au contraire les motifs de cette confiance en soi et en l'autre, dans la société elle-même. La tâche de la société civile ne se déploie pas que dans la médiation entre les publics exclus et l'État, mais aussi avec la société en un sens très large. Je vous remercie.